Les dernières nouvelles de Russie, ces dernières heures. Sergueï Narychkin, le directeur du service russe de renseignement extérieur, a déclaré que selon lui, les tambours de la guerre résonnent désormais très fort sur le continent européen et que par conséquent, la Grande-Bretagne incite activement à une confrontation avec la Russie. Ensuite, nous avons l'ambassadeur Polyansky, qui était dans notre émission il y a environ une semaine et qui tenait déjà des propos similaires. Il vient maintenant de les durcir encore davantage. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a publié une liste d'entreprises européennes liées à la production de drones en Ukraine. Après cela, Polyansky a déclaré que la Russie se réservait le droit de considérer ces sites comme des cibles militaires légitimes. Et maintenant, il y a cet avertissement. Tous les diplomates et les étrangers doivent quitter Kiev parce qu'ils s'apprêteraient à frapper fort. Comment interpréter cette situation? Ce qui se passe ici, avec ce période où Russian bataille. Amin fui betavor zinigini, inam and inedzu gali. With assistance from the West, are increasing the number and the sophistication. Ils augmentent le nombre et la sophistication des attaques contre le territoire russe. Et en plus de ça, on entend tout ce discours belliqueux en Occident qui accompagne ces attaques menées avec l'aide occidentale contre la Russie. Les Russes, eux, en sont arrivés à la conclusion qu'ils n'ont plus de moyens de dissuasion suffisants face à l'Occident, ni face à l'Ukraine, quand il s'agit d'attaques sur leur propre territoire, et qu'il faut donc faire quelque chose pour corriger cette situation. En d'autres termes, ils doivent rétablir la dissuasion. Et les Russes ont essentiellement conclu que la seule façon d'y parvenir, c'est d'attaquer des cibles en Europe. Autrement dit, d'attaquer des cibles situées dans des pays membres de l'OTAN. Ce serait, selon eux, la seule manière d'envoyer un message clair et de rétablir la dissuasion. Et comme le dit Karaganov, et c'est très important de le souligner, les positions de Karaganov sont partagées par beaucoup, y compris dans les plus hauts cercles de l'élite russe. On commence avec des armes conventionnelles. Et si ça ne fonctionne pas, si une attaque contre un État européen avec des armes conventionnelles ne provoque pas de dissuasion, ne pousse pas les Européens à reculer, ni à dire aux Ukrainiens de reculer, alors on utilise un nombre limité d'armes nucléaires. Et on ne fait pas ça pour gagner la guerre au sens militaire du terme, mais pour envoyer un signal fort aux Européens. Leur montrer qu'on est sérieux, qu'on est prêt à aller jusqu'à l'emploi de l'arme nucléaire, quitte à entraîner tous les États sur une pente glissante vers l'anéantissement. Et vous dites à l'Occident que la dernière chance d'éviter de glisser sur cette pente dangereuse, c'est d'arrêter d'attaquer la Russie, d'arrêter d'aider l'Ukraine à attaquer la Russie. Voilà ce qui se passe ici. Le problème, c'est qu'en Occident, la plupart des gens ne prennent pas les menaces russes au sérieux. Ils pensent, les Occidentaux pensent, et les Ukrainiens aussi, qu'on peut continuer à provoquer les Russes. Et quand ils se plaignent, ou qu'ils disent qu'ils vont prendre des mesures radicales contre vous, on se dit qu'ils bluffent, qu'ils ne le feront pas, qu'ils ne l'ont jamais fait avant, et qu'ils ne le feront pas maintenant. Alors on continue à les provoquer. Et Karaganov dit, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe vraiment, quand on enlève toutes les couches de l'oignon, c'est qu'ils ne respectent pas le fait que nous sommes une puissance nucléaire. Ils ne respectent pas le fait que nous vivons à une époque nucléaire. Ils ne croient pas que nous utiliserions des armes nucléaires. Et nous en sommes arrivés à un point où il est probablement nécessaire d'en faire usage, de manière très limitée, simplement pour envoyer un message très clair. D'abord, que nous vivons dans un monde nucléaire. Et ensuite, que nous sommes absolument déterminés à mettre fin aux attaques ukrainiennes contre le territoire russe, des attaques soutenues et encouragées par des États européens comme la Grande-Bretagne et même par les États-Unis.
Britain, and even the United States. Vous savez, regardez un peu ça. Voici juste une compilation de plusieurs gros titres parus ces derniers mois. L'Allemagne prépare son pays à une guerre contre la Russie. L'OTAN dit « Oui, on pourrait être en guerre avec la Russie d'ici 3 à 5 ans ». Le Royaume-Uni appelle les Britanniques à se préparer à une menace russe. Un général français s'est emporté en disant « Oui, on va perdre des enfants dans un combat contre la Russie ». Bref, c'est partout. Donc d'un côté, on a l'impression qu'ils croient vraiment qu'une guerre avec la Russie est possible. Ils semblent s'y préparer. Mais comme toujours, rien n'existe dans le vide. Et donc oui, ça a un impact sur des gens comme Karaganov, sur Vladimir Poutine et sur le peuple russe aussi. Ils entendent tout ça, et il semble bien que les Russes croient vraiment à ce qu'ils disent, et qu'ils agissent en conséquence. La question maintenant, et je vais la prendre en 3 étapes. Si la Russie a déclaré publiquement « Nous allons frapper Kiev d'une manière que nous n'avons jamais utilisée auparavant », peut-être dans un jour, 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça, avec une frappe massive sur les centres de commandement, sur l'information et sur la direction à l'intérieur de Kiev, ce qu'ils n'ont encore jamais fait. Est-ce que ce serait suffisant pour attirer l'attention des Européens de l'Ouest? Ou bien, à ton avis, est-ce que ça ne ferait que les mettre encore plus en colère? I don't think it'll work. I think Je ne pense pas que ça marchera. if the Russians are serious À mon avis, about si les Russes sont vraiment sérieux à propos de la dissuasion, talking about et là, on parle de dissuader les Européens d'aider l'Ukraine à attaquer la mer Russie, Ukraine attack ils vont devoir frapper des cibles ukrainiennes situées en Europe, probablement dans les pays baltes. Je pense qu'ils vont devoir le faire. Les Russes vont devoir jouer dur avec les Européens. Jouer dur avec les Ukrainiens, ça ne change rien. Les Ukrainiens ont déjà énormément souffert jusqu'à présent, et pourtant ils tiennent toujours. Et les Européens continuent de les soutenir. Donc je pense que même une campagne de bombardement massive contre Kiev, ça ne suffira pas. C'est une remarque assez frappante quand même. Donc si je comprends bien, votre analyse, c'est que les dirigeants européens actuels, que ce soit Starmer, Merz, Macron, Ursula von der Leyen, Mark Rutte et les autres, ne peuvent pas être dissuadés et qu'ils vont continuer à soutenir l'Ukraine, même s'il y a une grande campagne de bombardement, y compris à l'intérieur du pays. Et cette menace, selon laquelle ils pourraient frapper des capitales européennes ou des cibles en Europe, est-ce que ça veut dire, selon vous, que les Européens ne croient tout simplement pas que la Russie irait agir en dehors de l'Ukraine? Comment vous évaluez ça? Eh bien, je pense vraiment, en écoutant les élites européennes et beaucoup de gens aux États-Unis aussi, qu'ils ne réalisent pas pleinement qu'on a affaire ici à un adversaire doté de l'arme nucléaire et que c'est une situation extrêmement dangereuse. J'ai le sentiment, Daniel, que pendant la guerre froide, on était beaucoup plus prudent quand on parlait d'une guerre avec la Russie ou à l'époque avec l'Union soviétique. Et on faisait preuve de bien plus de retenue dans notre comportement pendant la guerre froide que maintenant. Ce qui me frappe, c'est à quel point nous sommes aujourd'hui prêts à aider l'Ukraine à utiliser la force militaire contre le territoire russe. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de la campagne de drones qui vise des infrastructures et des sites civils, comme ce dortoir en Russie. Mais ça, c'est seulement une partie de l'histoire. Il faut se rappeler, comme je l'ai déjà souligné dans l'émission, qu'en août 2024, l'Ukraine a envahi la Russie avec l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni. Réfléchissez à ça, l'Ukraine a envahi la Russie. C'était impensable pendant la guerre froide qu'on puisse aider un allié à attaquer l'Union soviétique. Et souvenez-vous aussi que les Ukrainiens ont frappé la composante bombardier de la triade nucléaire russe. Impensable, là encore, à l'époque de la guerre froide.
unthinkable during the Cold War. But we felt, we meaning the United States, Mais on a estimé, quand je dis on, je parle surtout des États-Unis et du Royaume-Uni, mais aussi de l'Occident en général, qu'il était acceptable que l'Ukraine s'en prenne à une des composantes de la triade nucléaire stratégique russe. Franchement, j'avais trouvé ça très choquant à l'époque, et je le trouve toujours aussi choquant aujourd'hui. Et ça nous ramène au point soulevé par Karaganov et par d'autres au sein de l'élite russe. L'idée que l'Occident ne croit pas que la Russie ait de véritables lignes rouges. L'Occident ne respecte pas le fait que nous sommes une puissance nucléaire. Il ne comprend pas qu'il ne peut pas, ou qu'il ne devrait pas pouvoir, envoyer des forces ukrainiennes à Koursk en 2024. C'est censé être impensable. Et les Russes pensent, à juste titre je crois, qu'ils n'ont pas été assez clairs à l'époque, en 2024, pour dire que ce que l'Occident et les Ukrainiens avaient fait était inacceptable. Autrement dit, beaucoup de gens en Russie estiment que Poutine n'a pas réagi assez tôt, qu'il n'a pas posé de limites dès le départ. Il est grand temps qu'on tape du poing sur la table. La question maintenant c'est, qu'est-ce que ça veut dire, exactement, taper du poing sur la table? Comme tu l'as souligné, il semble que ce dont il parle aujourd'hui, c'est de bombarder Kiev d'une manière qu'ils n'avaient encore jamais utilisée. Et ce qu'ils ont fait dimanche soir dernier, c'est la première étape dans cette direction. Ma réponse à ce sujet, Danny, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Je ne pense pas que ça aura un grand impact sur la façon dont les gens en Occident perçoivent la situation. En fait, tu as peut-être raison. Ça risque même d'avoir l'effet inverse, de pousser l'Occident à renforcer encore son soutien à l'Ukraine. Et si c'est le cas, les Russes vont intensifier. Ça veut dire qu'ils frapperont, avec des armes conventionnelles, une cible à l'intérieur de l'Europe. Et si ça ne suffit pas, ils monteront encore d'un cran. Voilà où on en est. On grimpe les marches de l'escalade. Alors, regardons la phase 2 de tout ça. Imaginons que oui, la Russie frappe Kiev. Beaucoup de vidéos, beaucoup d'apparitions de Zelensky disant « Mon Dieu, venez nous aider, s'il vous plaît ». Et là, les Européens sont furieux, et tout le reste. Donc ils ne reculent pas. Au contraire, ils redoublent d'efforts et envoient encore plus de matériel. Et ensuite, la Russie dit « Très bien, nous passons maintenant à la phase 2 ». Ils ont publié cette liste d'entreprises, d'usines de drones, d'usines de missiles, et ainsi de suite un peu partout, du Royaume-Uni jusqu'à l'autre bout de l'Europe. Et ils mettent réellement leurs menaces à exécution. Alors, en parallèle, ils annoncent que si ça ne suffit pas, l'étape suivante, ce sera les armes nucléaires tactiques. Est-ce que cette fois, ça attirera enfin l'attention de l'Europe de l'Ouest? Je pense que oui. Enfin, la vraie question à se poser, c'est si la Russie utilise des armes nucléaires, qu'est-ce que l'Occident fera? Qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Parce que si vous ripostez avec vos propres armes nucléaires, les Russes vont probablement contre-attaquer. Et là, on monte l'échelle de l'escalade nucléaire, non? On peut aussi imaginer que si les Russes attaquent avec des armes conventionnelles dans un pays européen, et qu'en même temps, ils disent « Si cela ne suffit pas et que vous ne comprenez pas nos lignes rouges, nous voulons que vous sachiez clairement que la prochaine étape, ce sera le recours à l'arme nucléaire. » L'idée que vous allez menacer leur survie à travers l'Ukraine, que vous allez donner à l'Ukraine des armes pour frapper la mer Russie et tuer un grand nombre de civils russes est totalement inacceptable. Et nous sommes prêts à aller très loin, jusqu'au point d'utiliser l'arme nucléaire pour vous forcer à changer de comportement. S'ils font cela, alors vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser l'arme nucléaire. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer à quel point cette situation est dangereuse. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles elle l'est autant, c'est que la rhétorique en Occident est à mon avis insensée.
Je ne pense pas que la Russie représente une grande menace pour l'Europe. Point final. Mais ce que je pense, au fond, n'a pas vraiment d'importance ici. Ce qui compte, c'est ce que pensent les dirigeants européens. Et je crois qu'on peut dire qu'ils se sont convaincus eux-mêmes que la Russie est une sorte de retour de l'Union soviétique, ou même du Troisième Reich, et que pour nous, en Occident, il faut tout faire pour dissuader la Russie, ce monstre. Et si la dissuasion échoue, la vaincre dans une guerre. C'est vraiment comme ça que les élites européennes en parlent. Et encore une fois, je pense qu'on peut sérieusement soutenir qu'ils croient réellement à leur propre discours. Et si c'est le cas, et si on écoute ce que vous et moi disons sur la position russe, et qu'on met ces deux choses ensemble, on se retrouve face à une situation vraiment inquiétante. Et il y a un autre point que je voulais aborder. Je sais qu'on arrive à la fin du temps imparti. Vous avez encore quelques minutes pour une autre question. D'accord. L'Europe peut penser ça. Elle peut dire non. Et si les Russes représentent vraiment cette menace, alors on va continuer. En fait, ils sont déjà là-dedans. On va reconstruire l'Europe, on va monter à 5% du PIB, et ainsi de suite. Mais ça, c'est dans une dizaine d'années. Doug McGregor, dans l'émission, a bien expliqué combien de temps il faudrait pour vraiment reconstruire les forces. Et quand on regarde ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont un nombre dérisoire de soldats. On a donné tellement de notre matériel à l'Ukraine au fil des années, puis à Israël. Et maintenant, on a épuisé nos propres ressources en Ukraine. Nos principaux systèmes d'armes, ceux que vous avez mentionnés tout à l'heure, que ce soit les JASSM, les Tomahawk, les intercepteurs THAAD ou les PAC-3, on est quasiment à sec sur tout ça. Pendant ce temps, la Russie, avec sa capacité industrielle de défense au niveau conventionnel, a fait des stocks de toutes sortes de matériel. Il faut bien admettre qu'on ne peut pas le faire en ce moment. Et même si on le voulait, on sait qu'on ne peut pas rivaliser avec la Russie sur le plan conventionnel. Pas maintenant. Est-ce qu'on peut enfin se mettre ça dans la tête pour prendre une décision rationnelle, même si elle est difficile? Eh bien, je pense que les gens comprennent ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, tu veux souligner que les bases industrielles aux États-Unis, comme dans ces pays européens, sont dans un état tellement lamentable qu'on n'est même pas capable de produire rapidement l'armement nécessaire pour bâtir une armée vraiment puissante dans des pays comme l'Allemagne ou la France, et ainsi de suite. Donc ça n'arrivera pas. Mais ce qui se passe ici, Danny, c'est que les Européens utilisent les Ukrainiens pour mener le combat à leur place. C'est une manière très économique de faire les choses. C'est une forme de délégation du fardeau, si tu veux. En d'autres termes, si tu es Européen et que tu veux saigner les Russes à blanc, si tu crois à cette histoire qu'ils racontent, que les Russes seraient le retour de l'Union soviétique, prêts à foncer de nouveau sur Berlin, et que tu ne peux pas les arrêter toi-même, alors tu fais faire le travail par les Ukrainiens. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils utilisent les Ukrainiens et ils leur donnent les armes pour attaquer la Russie. Ce ne sont pas les Européens eux-mêmes qui ont envahi Koursk en août 2024. Ce sont les Ukrainiens, avec l'aide de l'Occident. C'est la même chose pour l'attaque contre les forces de bombardiers. Et pour ce qui est de la guerre actuelle, cette guerre de drones intensifiée contre la mer Russie, ce sont les Ukrainiens qui se battent. Ce sont eux qui lancent les armes. Mais en grande partie, ce sont des armes occidentales. Et ils dépendent fortement du renseignement occidental. Donc nous travaillons avec les Ukrainiens, mais ce sont eux qui font le sale boulot. Les Européens, eux, restent en retrait et se concentrent plutôt sur le renforcement de leurs forces militaires en vue d'une troisième guerre mondiale, tout en laissant les Ukrainiens affronter les Russes entre-temps.
Mais on ne peut pas y arriver. Je veux dire, il faudrait des années, même s'ils lançaient une mobilisation industrielle totale, comme en temps de guerre. On ne peut pas atteindre cet objectif avant longtemps. Mais là, on parle de quelque chose qui pourrait littéralement se produire dans les jours qui viennent, et une partie pourrait même frapper Kiev. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question. Si on vous convoquait à Bruxelles demain après-midi et qu'on vous disait « Écoutez, on va suivre vos recommandations. Que proposeriez-vous de faire, dès maintenant, dans la situation qu'on vient de décrire, pour éviter une escalade, d'abord conventionnelle et encore plus nucléaire, et ramener un minimum de stabilité? Quelle serait, selon vous, une politique rationnelle à adopter tout de suite? Eh bien, je pense que très clairement, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter d'aider l'Ukraine dans la guerre des drones contre la Russie. Et au contraire, il faudrait pousser les Ukrainiens à mettre fin à cette guerre des drones et à chercher une forme d'accord de paix avec la Russie. Ce qui se passe ici, pour revenir à ce que je disais il y a un instant, c'est que les Européens utilisent les Ukrainiens pour frapper la Russie. Il est assez évident que les élites européennes sont profondément déterminées à vaincre la Russie, à la faire sortir du rang des grandes puissances, à lui infliger des dommages considérables. Et elles ne veulent pas le faire elles-mêmes. Elles veulent que les Ukrainiens le fassent à leur place. Et si, dans ce processus, les Ukrainiens s'épuisent complètement, eh bien tant pis. Cette guerre n'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine. Toi et moi, on en a déjà parlé jusqu'à plus soif. Ce qui est dans l'intérêt de l'Ukraine, c'est d'obtenir un accord de paix maintenant, le meilleur possible. Les Ukrainiens ne récupéreront jamais ces 20% de leur territoire qu'ils ont perdu. Ils ne reprendront pas la Crimée. Ils ne reprendront pas non plus les zones du Donbass, de Zaporizhia et de Kherson qu'ils ont perdues. C'est fini. Il faut conclure un accord maintenant. Et nous devrions faire pression sur les Ukrainiens pour qu'ils en signent un. Nous devrions aussi clairement faire pression sur eux pour qu'ils arrêtent d'attaquer le territoire russe avec des drones. Parce que si on n'y prend pas garde, tout ça peut tourner à la catastrophe. Je pense que ce qu'il faut faire ici, Danny, c'est assez évident. Ça l'est depuis un bon moment déjà. Mais toi et moi, tu sais, on prêche un peu dans le désert quand on avance cet argument. Parce que presque personne au pouvoir ne semble penser que la solution à ce conflit, dans l'intérêt de l'Europe et de l'Ukraine, c'est d'y mettre fin. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine de continuer cette guerre. Tout ce discours qu'on entend sur l'Ukraine qui se bat pour la démocratie, sur le fait qu'on doit continuer à la soutenir et qu'elle devrait se battre jusqu'au bout, parce que soi-disant, ce ne sera pas un combat perdu d'avance, qu'elle finira par vaincre les Russes. C'est absurde. Ils ne vont pas vaincre les Russes à la fin. Et en fait, comme les Russes le montrent clairement maintenant, plus l'Ukraine réussit face à la Russie, et c'est ce qu'on voit avec les attaques de drones, plus ces attaques ukrainiennes deviennent efficaces. Et quelle est la réponse russe? L'escalade. Ça veut dire que tout ce que l'Ukraine fait aujourd'hui, ou fera demain, pour améliorer sa situation, provoquera une nouvelle escalade du côté russe. Et bien sûr, les Européens et les Ukrainiens répliqueront à leur tour. Les Russes contre-attaqueront encore, et ainsi de suite, on grimpe les marches de l'escalade. Où tout cela s'arrête-t-il? Personne ne le sait. Mais on peut facilement imaginer des scénarios qui ne se terminent pas bien. C'est pourquoi la meilleure chose à faire, ce que je dirais aux gens à Bruxelles, c'est de mettre fin à cette guerre. Mais encore une fois, c'est un argument que toi et moi, on défend depuis longtemps. Et pour une raison que j'ignore, les gens ne semblent toujours pas le comprendre. J'ai l'impression, John, qu'on est aujourd'hui dans une situation où beaucoup de ces dirigeants que je viens de citer, Rutte, Starmer, Metz, Macron et les autres,
ne sont pas des gens stupides. J'imagine même qu'ils ont sans doute fait la même analyse que toi et moi. Ils voient forcément ce qui se passe. Et si, par exemple, les missiles russes se mettaient à frapper l'Ukraine, Kiev, d'une manière encore jamais vue, ils comprendraient très bien les conséquences possibles, les deuxième, troisième, voire quatrième niveaux de ce qui pourrait suivre. Et peut-être qu'ils voudraient, comme tu l'as dit, retirer tout ça de la table avant qu'il ne soit trop tard. Mais on dirait qu'ils sont piégés dans une sorte de schéma mental. Ils se disent « toute notre carrière repose sur ce discours-là. Et si on faisait marche arrière maintenant, on perdrait notre pouvoir, notre position, ou quelque chose comme ça. » Et du coup, ils avancent presque mécaniquement vers une escalade, peut-être même nucléaire, alors qu'ils savent très bien que c'est une erreur. Tu as déjà vu ça dans l'histoire, toi? Des dirigeants qui savent ce qu'il faudrait faire, mais qui se sentent impuissants et qui, malgré tout, continuent tout droit vers le précipice. Je pense qu'on voit ce genre de comportement tout le temps. Je dis souvent aux gens que ça me rappelle la guerre du Vietnam. J'en ai tiré quelques leçons. Comme vous le savez, j'ai servi dans l'armée américaine de 1965 à 1975, donc pendant toute la durée de cette guerre. Une des leçons que j'ai apprises, c'est qu'il ne faut plus jamais s'engager dans des endroits comme le Vietnam. Mais une autre leçon, c'est qu'il est très facile d'entrer dans ce genre de guerre et presque impossible d'en sortir. C'est vraiment frappant. Et on l'a vu au Vietnam. Et d'ailleurs, on l'a aussi vu en Afghanistan. Très tôt dans cette guerre, au bout de 4, 5, 6 ans, c'était évident qu'on s'enlisait. On n'avait aucune stratégie pour la gagner. Il nous a fallu 20 ans pour en sortir. 20 ans pour en sortir. Parlons de la guerre en Irak. On en parlera sans doute encore dans 1 an, dans 2 ans, peut-être même dans 3 ans. Quand le président Trump est entré en guerre, le 28 février, il pensait remporter une victoire rapide et décisive. Il voulait renverser le régime, et c'était censé s'arrêter là. On allait tous vivre heureux, comme si tout était réglé. Mais quand ça ne se passe pas comme prévu, quand ça ne se passe pas comme prévu, on se retrouve dans une guerre qui s'éternise. Et sortir d'une guerre qui s'éternise, c'est extrêmement difficile. L'Ukraine en est un parfait exemple. Vous voyez, si on revient un instant sur la guerre en Ukraine et sur ses origines, vous savez, beaucoup de gens disent que ce que Poutine a fait, c'est envahir l'Ukraine pour conquérir tout le pays. Et que si on regarde ce qu'il a fait dans les premiers jours de la guerre, il voulait absolument prendre Kiev. Et qu'une fois Kiev tombé, toute l'Ukraine tomberait. Ce serait un peu comme la chute de la France en 1940. Bon, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce que Poutine faisait, c'était lancer une attaque limitée en Ukraine. Le général Syrski dit qu'il n'est entré qu'avec 100 000 soldats, 100 000 combattants. Moi, j'utilise le chiffre de 190 000. C'est le chiffre le plus élevé. Syrski parle de 100 000. Une petite force, donc. Il n'a pas essayé de conquérir Kiev. Il n'aurait pas pu conquérir Kiev avec 100 000 hommes. Et bien sûr, ces 100 000 soldats étaient dispersés un peu partout autour de Kiev. 5 axes différents, c'est bien ça. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Poutine voulait intervenir, lancer une guerre limitée pour montrer à quel point il était sérieux, puis entamer des négociations avec les Ukrainiens. 2 ou 3 jours après le début de la guerre, Poutine a envoyé un message à Zelensky en disant « Commençons à négocier ». Et c'est ce qui a conduit presque immédiatement aux pourparlers qui ont commencé au Bélarus, puis se sont poursuivis à Istanbul. Ce sont les fameuses négociations d'Istanbul, en mars et début avril 2022, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on avait l'impression que la stratégie de Poutine allait fonctionner. En d'autres termes, ce que je veux te dire, Danny, c'est que c'était une stratégie à objectif limité. Poutine ne cherchait pas à conquérir toute l'Ukraine.
Putin was not interested in conquering all of Ukraine. He was interested in invading and then using. Il voulait envahir, puis utiliser cette invasion comme moyen de pousser l'Ukraine à négocier un accord à travers le processus d'Istanbul. Et il a vraiment failli réussir. Oui, si Boris Johnson et les Américains n'avaient pas dit aux Ukrainiens de se retirer, on aurait peut-être eu un accord, et cette guerre aurait pu s'arrêter là. Mais le problème pour Poutine, c'est que quand on lance une stratégie à objectif limité, on ne bat pas l'adversaire de façon décisive. Et là, on se retrouve dans une guerre dont il est presque impossible de sortir. Et voilà Poutine, entré dans la 5e année du conflit. C'est un excellent point. Vous voyez ce qui s'est passé ici. D'une certaine manière très importante, Poutine se retrouve dans le même dilemme que celui que nous avons connu au Vietnam, puis en Afghanistan, et je pense en Irak aussi. J'espère me tromper sur ce dernier point. Et lui, il est dans cette situation en Ukraine, non? Quand on entre en guerre, en pensant qu'on peut gagner rapidement, avec une victoire nette et décisive, et qu'on n'y parvient pas, on se retrouve dans une guerre qui s'enlise. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak. On pensait choc et effroi, décapitation du régime, victoire rapide et décisive. Vous connaissez l'histoire. Ça ne s'est pas produit. Et nous voilà. Pour Poutine, c'est un cas un peu différent, dans le sens où il ne s'attendait pas forcément à une victoire rapide et décisive. Il voulait simplement utiliser la force pour montrer à quel point il était sérieux et pour relancer les négociations. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Et il s'en est fallu de peu. Mais presque ne suffit pas quand il s'agit de guerre. Et le voilà maintenant empêtré dans un conflit prolongé, dont, soyons honnêtes, il a énormément de mal à se sortir. C'est là que ça nous concerne, toi et moi. Nous, on dit que c'est évident ce qu'il faut faire, qu'il faut conclure un accord maintenant. Mais personne n'écoute. En fait, c'est juste une autre façon de dire à quel point il est difficile de sortir d'une guerre une fois qu'on y est entré. Eh bien, malheureusement, on va finir par le savoir, d'une façon ou d'une autre, je pense. À l'instant, je viens de recevoir un message de quelqu'un qui a une certaine idée de ce que les Russes ont en tête. Il dit que ce n'est plus qu'une question de temps avant que le premier coup ne frappe à Kiev. Ils s'attendent à ce que ça échoue et ils sont prêts à passer à la deuxième phase. On verra si ça se produit, et je prie Dieu que non. Mais comme vous venez de le démontrer ici, avec une logique assez solide, c'est probablement ce qui va arriver. Donc je suis très inquiet de la tournure que tout cela pourrait prendre et de la façon dont nous pourrions réagir. Mais la situation est ce qu'elle est, et nous vous remercions d'avoir mis tout ça en lumière. Merci beaucoup. Avec plaisir, Daniel. Merci de m'avoir invité dans l'émission. Toujours un plaisir. Je rappelle simplement à tout le monde que surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut aller sur mearchemer.substack.com parce que je suis sûr qu'il aura beaucoup de choses à dire sur ce qui pourrait sortir bientôt. Et bien sûr, on en parlera aussi ici, dès qu'il y aura du nouveau. Merci beaucoup, et on se retrouve dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, ceux qui aiment écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils ont besoin de savoir ce que vous savez. Et ils peuvent l'écouter là où ils écoutent déjà leur podcast. Il suffit de leur en parler.